AJL Enregistrement Sonore présente Voilà la voix, une émission présentée par Alexis. Voilà la voix, la chaîne d'interview des comédiens voix. Nous sommes ici pour célébrer ce qui nous rassemble. Ces expériences uniques que vous offrez à votre table. Cette excellence qui permet de viser la perfection dans chacun de vos plats. Cette créativité qui transforme chaque ingrédient en une œuvre d'art. Cette expertise qui vous permet de guider vos équipes avec passion et précision. Ce plaisir de créer une expérience inoubliable pour chacun de vos convives. Когда сталкиваются два мира и переплетаются судьбы, ничто уже не будет прежним. Toy to Pro. Аромат от Moschino. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Voilà la voix. Aujourd'hui, je suis avec Amandine Merlin, formatrice en langue et en communication interculturelle. Elle est devenue comédienne voix et elle est même forcément devenue multilingue. Active dans la publicité, la narration et les annonces audio. Elle nous partage aujourd'hui son parcours et je suis content aujourd'hui de l'accueillir et d'accueillir une comédienne polyglotte. Salut Amandine, comment vas-tu? Salut Alexis. Ça va très bien. Je suis très très contente d'être là avec toi. Ce qui m'intéresse particulièrement moi et ce qui me passionne, c'est les langues. Et tu comprendras que c'est lié à mon parcours de comédienne aussi. Bah super, eh ben on va parler de tout ça, donc impeccable. Bah écoute, je vais te demander de te présenter et de me dire dans ta présentation quand est-ce que tu as appris ce que c'était qu'une voix off et de nous parler un peu de cette transition, c'est arrivé dans ce milieu par hasard avec une publicité. Euh, voilà, comment on passe de formatrice langue à voix off. Ouais, mais très bonne question. Alors déjà pour faire ce passage, il faut déjà avoir une passion qui bouge pas, c'est les langues et les gens aussi, je pense, parce que c'est un pont vers les gens quand même, les langues. Et effectivement, donc je formais dès la fin de mes études en commerce international. J'ai commencé la formation en langue étrangère. L'anglais, le FLE, l'espagnol, le russe, donc les langues que je parle, aux personnes, donc la plupart des cas, c'était des adultes. Donc j'ai débuté dans ce métier-là en comprenant l'importance de la voix, ce qu'elle pouvait transmettre, et des fois au-delà de la langue en elle-même, hein. Et du coup, ça a un petit peu commencé à façonner ce côté comédien. Après ça, en fait, ce qui a été intéressant, c'est que j'ai pu faire différents voyages à l'étranger. Donc, notamment en Ukraine, c'est peut-être le voyage qui m'a le plus marqué. Une voix off. Alors, c'est vrai que pour passer de la première étape à celle où je suis aujourd'hui, il a fallu qu'il y ait quelque chose qui m'y entraîne. Et ça a été les langues au début, effectivement. Le fait de former des personnes, de transmettre par la voix, parce qu'une langue, hein, ça passe par la voix. C'est beaucoup d'expressions orales. J'ai compris que la voix avait vraiment son importance dans, euh, dans tout ce qu'on pouvait transmettre, dans l'émotion qu'on donnait et le ressenti. Et surtout, je pouvais quand même continuer d'utiliser ces langues au quotidien. Et c'est comme ça que je suis tombée sur une plateforme, voices.com. Mhm. C'était une plateforme bon, que je pense que beaucoup connaissent dans le métier, bon, qui bombardait beaucoup de mails, d'annonces. Et j'avais jamais pris le temps de regarder concrètement ce que c'était. Et un jour, en fait, j'ai cliqué sur une annonce. C'était une pub en russe pour la marque Moschino. Mhm. Ils cherchaient une voix jeune pour leur nouveau parfum, Toy to Pearl, donc en russe. Et pour le fun, j'ai postulé sans comprendre vraiment ce que c'était ce métier, les tenants et les aboutissants, même sans comprendre que ça passerait à la télé en Russie. Et donc finalement, j'ai été shortlistée et j'ai été prise. Il y avait plusieurs personnes qui avaient postulé. Donc à ce jour, je ne comprends toujours pas comment ça a été possible, mais j'ai commencé comme ça sur un gros projet. Et c'est là que je me suis dit, en continuant de postuler sur la même plateforme, que c'était un métier, quoi. J'ai fait une petite recherche et j'ai vu que comédien voix, c'était une passion, un métier. Et j'ai décidé de prendre cette voie-là, justement, d'une manière quand même assez réfléchie. Je ne me suis pas lancée dans le vide. Donc j'ai continué mon travail de formatrice. Et entre-temps, j'ai commencé aussi à me renseigner sur les différents leviers de formation. J'ai commencé aussi le théâtre de mon côté.
pour devenir une comédienne, parce qu'on passe avant tout par ce chemin-là pour devenir comédienne voix, c'est une spécialisation, toujours en gardant cette passion pour les langues et pour les gens. Et c'est comme ça que bah, j'en suis arrivée là où j'en suis aujourd'hui. Et est-ce que c'est aussi dans ton éducation, parce que tu parlais, pour les langues étrangères, tu parlais des voyages, tu parlais de tout ça. Est-ce que aussi c'est dans ton éducation? Est-ce que déjà à la maison, tu étais petite, on te faisait parler deux, trois langues? Parce que des fois, quand il y a des Mhm. parents de double nationalité, etc., ça peut arriver. Et est-ce que ce côté comédienne aussi, tu l'avais quand tu étais enfant aussi? Est-ce que tu as voulu le faire étant gamine aussi? C'est super intéressant comme question. Au niveau des langues parlées à la maison, c'était le français. Donc mon papa est entier. Et Mm. ma mère, elle est espagnole et italienne. Donc, elle est née en Espagne, elle est arrivée en France plus tard. On parlait français à la maison. Donc, effectivement, mon profil ne poussait pas forcément vers un profil multilingue, mais plutôt multiculturel. Parce que voilà, j'ai grandi avec deux cultures différentes. Quand on allait chez mamie, bah, c'était la culture espagnole. Puis quand on allait chez tati, c'était la culture antillaise, etc. Donc les langues, c'est quand même venu au collège, avec l'anglais, comme tout le monde, on commence quelque part, avec les séries, les boys bands. On essaie d'avoir les dernières infos. Et tout ça, c'est en anglais, donc il faut faire un effort de compréhension. Puis après, j'ai été passionnée par le russe, que j'ai pu apprendre aussi seule, comme toutes les langues que j'apprends d'ailleurs. Ce qui m'a poussée à partir en voyage en Ukraine lors de mes études de commerce international. Et c'est lors de ce voyage que j'ai fait les plus belles rencontres que j'ai pu faire dans ma vie. J'ai appris énormément de choses aussi. J'ai commencé aussi à apprendre un petit peu l'ukrainien, puis comprendre qu'en fait, nos cultures, nos croyances ne sont pas des vérités absolues. Il faut se créer sa propre culture sur mesure qui sera faite bah, de tous les voyages qu'on fera et de toutes les personnes qu'on pourra rencontrer. Mm. Donc en fait, je suis partie d'une base assez commune, le français. Et Ok. c'est après une passion qui a grandi petit à petit, qui m'a poussée après à apprendre d'autres langues. Et pour la comédie, non, j'ai jamais fait de théâtre de ma vie avant d'en faire là à mes 24, 25 ans. Effectivement, c'était pas forcément quelque chose, je pense pas avoir eu conscience que ça existait, ce moyen d'expression en fait. Et finalement, maintenant, même si ça a l'air d'être un peu tard, des fois on se dit c'est trop tard pour commencer à apprendre le piano ou c'est trop tard pour commencer à faire de la danse ou du théâtre. Bah, c'est jamais trop tard en fait. Surtout quand on a toujours été un petit comédien en herbe à l'intérieur de soi et avec son entourage, c'est juste un moyen d'avoir des vrais outils concrets et de pouvoir s'exprimer. Ça, c'est un bon message à passer, oui. Beaucoup se disent que c'est trop tard, qu'ils commencent C'est tard, vrai. 25, 30 ans. C'est pour ça que c'est intéressant ce que tu dis. C'était en quelle année le casting sur Voices pour le Moschino, pardon. Moschino, ouais, c'était en 2018 si je me trompe pas. Ouais. 2018, donc c'était avant tout ce qui se passe Ouais, géopolitiquement, c'est quoi. une bêtise. Ah oui, c'était bien avant la guerre. Ouais, donc c'était bien avant tout ce problème géopolitique. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un frein? Est-ce que tu sens que du coup, il y a une grosse baisse, vu que tu peux faire des projets en russe, en ukrainien? Est-ce que tu sens qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe géopolitiquement, que c'est compliqué? C'est juste la clientèle, elle a changé pour le russe. C'est plus forcément des clients russes directement, ça passe souvent par des clients chinois. Ok. Mais c'est vrai que j'ai pas remarqué une baisse notable au niveau du travail en russe. Mais comme je t'expliquais tout à l'heure, dans notre métier, c'est important d'être honnête dans tout ce qu'on fait. Et même c'est une valeur d'ailleurs que j'ai intrinsèquement au-delà Te du métier. caractérise, oui. Et c'est ça. Et pour moi, bah, l'honnêteté au niveau aussi de notre niveau de langue, même si on a vécu dans un pays où on nous dit souvent waouh, mais tu parles comme un natif, bah, on n'est pas natif. Mm. Et des fois, quand on recherche une voix native dans une langue, il faut avoir l'honnêteté de dire bah, il y a quand même un accent français, un léger accent français. Et ça permet de pouvoir garder des clients, avoir des relations de confiance plus longtemps. Donc c'est vrai qu'en russe, même si je parle un russe qui est compris par les natifs sans souci, ça reste quand même un russe avec un accent français. Des fois, on me dit même que j'ai un petit accent ukrainien, vu que j'ai appris aussi le russe en Ukraine. Mais voilà. Super. On va parler du théâtre et de ta formation chez Derrière l'Horizon, la formation aussi de la technique de la voix micro à l'IMDA. Parle-nous de ces deux organismes Mhm. et quelle a été ton approche artistique ensuite? Comment, toi, le théâtre a influencé ton interprétation vocale derrière? Oui, alors pour ce qui est du théâtre, c'est peut-être ce qui a fait pivoter toute ma compréhension du métier de comédien voix et de comédien tout court. Donc c'est une formation où on a su allier la technique, mais aussi l'émotion brute et de créer quelque chose finalement d'inoubliable et de très personnel. Et chez Derrière l'Horizon, c'est vraiment ce qui est le plus mis en avant en fait hein, dans ces cours. C'est aussi intéressant de pouvoir travailler plusieurs années avec la même troupe. Ça crée des liens.
Ça permet aussi de pouvoir voir que un rôle qu'on aurait peut-être pas forcément accordé à tel comédien, bah, finalement, ça lui correspond totalement sous des domaines qu'on n'aurait pas cru, mais c'est applicable pour nous-mêmes aussi. Donc c'est une formation qui m'a énormément appris. J'ai compris que les émotions d'un personnage, même si on n'a pas vécu exactement la même chose, peuvent être liées à des émotions qu'on a su vivre dans d'autres moments de notre vie. Et il faut savoir faire le lien avec ces deux choses pour pouvoir vivre un personnage et, et donner en fait ce qu'il aurait donné quoi sur scène. Et après aussi, j'ai compris que j'adorais être sur scène. C'est quelque chose qui me plaît vraiment beaucoup. C'est un sentiment particulier que je souhaite vraiment à tout le monde de vivre, non pas pour être vu, mais pour vivre en fait sur scène. C'est Et prenant, hein. Ouais. vraiment, hein, c'est Mm. magnifique. C'est quelque chose qu'on vit qu'une fois. On peut travailler un texte pendant des mois, le répéter, mais c'est vraiment sur scène que tout se passe. Tout se passe sur scène. Et ça, c'est vraiment intéressant. Je pense qu'on on parle de la voix off comme c'est un métier qui peut être fait à n'importe quel moment de sa vie. On peut faire une reconversion vers ce métier, mais ça serait vraiment essentiel, à mon avis, de passer par la case quand même théâtre. Même pour peut-être une petite année, c'est toujours ça de gagner. Bah, toi, tu trouves que Voilà. c'est important pour réussir un métier de voix off de passer par le théâtre? Ça dépend aussi ce qu'on voit dans le métier de voix off. Mais pour moi, la voix off, c'est une âme, c'est quelque chose qu'on donne. Mais si on veut faire du corporate ou peut-être des vidéos d'e-learning, il y a des domaines dans la voix off où on peut rester beaucoup plus professionnel et où peut-être qu'on a moins besoin de ces aspects théâtrales. Mais si on veut vraiment s'amuser dans ce métier, c'est quand même plus sympa d'avoir fait du théâtre, ouais. Et pour l'IMDA, comme tu disais, donc je m'étais renseignée pour savoir quelle formation faire. Et j'ai trouvé que cet organisme, il était reconnu. C'est pas c'est un organisme aussi qui existe depuis plusieurs années. Donc ça, tout ça, Ouais, qui est réputé ça, en plus, hein. Oui, oui. Ouais, c'est un absolument, oui. bon Et puis lieu. Ouais, ouais, ça, ouais. tout ce qui est doublage, voix off, ça commence un peu à exploser. C'est en expansion ces dernières années. Il y a plein d'organismes qui ont été créés. Et Mm. d'ailleurs, c'est une très bonne chose, je pense. Mais j'ai voulu trouver un organisme quand même qui avait fait ses preuves. Et j'ai eu une formation incroyable qui a duré seulement une semaine, mais c'était très très dense. Et sur cette semaine, j'utilise encore toutes les notes que j'ai prises une année après. Et je pense C'était que découverte ou maîtrise non, déjà c'était cette vraiment un semaine? stage, mais spécifiquement pour la voix au micro. Après, Mm. ils font des spécialisations. On peut faire une semaine sur le livre audio, une semaine sur le doublage. Mais là, on a parlé publicité, on a parlé documentaire. C'était très intense parce qu'en fait, on était formés par des professionnels, par des comédiens de voix off qui aujourd'hui sont très actifs, qui connaissent les tenants et les aboutissants du métier et qui sont pas là pour nous caresser les oreilles. Ah Voilà, non, ils nous ont ouais, c'est clair. expliqué. Ouais. Mais c'est important parce qu'il y a des Non, mais formations voilà, aujourd'hui c'est le qui but, hein, vendent de un toute peu du manière, hein. rêve et ouais, 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 non, le but c'est d'être franco et puis voilà, de dire ce qui va pas direct, quoi. c'est Voilà, ça, il faut avancer. Ouais. exactement. Et puis c'est ça, on avait des retours très constructifs et pertinents à chaque fois. Et puis en fonction de ces retours, bah voilà, on avançait. Et en fait, c'était surtout une formation très condensée, mais le but c'était d'exploiter tout ce qu'on a appris sur le long terme et pour ceux qui le voulaient dans leur métier en tant que comédien voix. T'as des noms IMDA là, tu te rappelles des Oui, intervenants? bah j'ai beaucoup apprécié Aude Epstein, qui était l'une des Hmm. actrices, qui elle en plus est aussi dans la publicité, Hmm. qui a une voix incroyable, que depuis petite, c'est la voix dans Monster Munch, les chips là. C'est des stars pour nous, tu vois. Ouais. Pour ceux qui sont comédiens voix, quand on a un intervenant où on sait qu'il a fait une certaine pub et tout, c'est voilà, c'est pas notre vedette à nous, quoi. Donc c'est génial, on se dit tiens, il a fait cette pub là, il a Ouais, été c'est fait ça, pour ça. exactement. Quelqu'un qui est complètement Mais en autre, fait, on les regarde et on ouais. aimerait. Quelqu'un qui Et est ce qui est autre du intéressant dans son milieu parcours et qui est à Aude, c'est extérieur à que tout ça, justement, il va pas faire gaffe, tu vois. C'est vraiment génial. c'est totalement ça. Mais ce qui est intéressant dans ces parcours-là, tu sais, c'est aussi de voir que elle, par exemple, je crois que si je me trompe pas, elle travaille dans la communication et puis voilà, elle a pivoté totalement vers un autre métier, même si c'est lié de près ou de loin. Et maintenant, voilà, c'est comme un poisson dans l'eau. D'ailleurs, elle a écrit un livre, un guide pour devenir comédien voix. Et je crois que ça Oui, n'existait pas exact. avant J'ai vu qu'elle passer, ouais. l'écrive. Hmm. Ouais. Donc, je trouve ça trop cool d'avoir pris cette initiative, sachant qu'elle était déjà formatrice, hein, ça sort pas de nulle part. Il nous Donc faudra un voilà. bouquin sur les tarifs, surtout, tu vois. Moi, je C'est pense. clair. Un truc bien Oui, je pense que complet en c'est disant que après, il y a beaucoup de cas par cas, mais je pense qu'il y aurait matière à faire un bon truc, quoi, et ça marcherait du tonnerre. ouais, Franchement. je suis d'accord avec toi. Surtout quand tu commences,
tu sais Mm. pas sur quoi t'aligner au début. Et il y a de tout et de rien. Il y a des personnes qui travaillent sur Fiverr pour très peu, et puis d'autres qui sont alignées sur les tarifs du métier ou qui sont dans des fourchettes hautes. Donc quand tu démarres, Bah, il y a c'est de tout, t'es compliqué de t'aligner. Mais perdu. ce qu'on m'a dit en formation, Mm. c'est ça, exactement. Mais on nous a vraiment rabâché, c'est de surtout pas accepter des jobs très très mal payés. Parce que c'est notre voix a quand même un prix, notre formation, notre personne, tout ce qu'on met en place. Et il y a un minimum quand même. On nous avait bien Non, et redit puis c'est un et casting, de tu vois. travailler, de pas travailler pour rien aussi, entre Ça guillemets. brasse tellement de monde en plus que souvent c'est par casting, tu vois. Si on est Oui, 50 et qu'on est choisi nous, ça veut dire qu'on a une valeur ajoutée et qu'on vaut un prix, c'est tu ça. vois. C'est Donc, ça. Puis c'est ce c'est la que différence répètent beaucoup avec de comédiens voix pro d'ailleurs, hein, qui le répètent Mhm. ça, davantage. Ouais, Et de toute façon, les prods savent maintenant que quelqu'un qui va proposer un tarif bas, souvent maintenant la prod voit le truc venir en disant non, ça c'est quelqu'un pas sûr de soi, donc il Mm. préfère même payer un peu plus des fois. C'est Comme vrai. après, bon, il y a tout, il y en a aussi qui vont préférer, malheureusement, Oui, mais ils trouveront la toujours plus IA bas, quoi. C'est ou ça les trucs plus l'idée. bas. C'est que même si on se trahit Mais des en vraies mettant plus sociétés bas. de prod, tu vois, ils savent que les tarifs, c'est quelque chose, voilà, qu'il faut pas sous-estimer. Exactement. On va Mm. parler des langues étrangères, de Mhm. ton côté polyglotte, maîtrise de 6 langues, dont l'anglais, l'espagnol, le russe, l'ukrainien, là, on en a parlé. Collaboration avec des marques internationales là-dessus. Alors, c'est peut-être, je vais te dire des marques, peut-être qu'il y en a que tu as fait en français, mais je les cite quand même: Deezer, Danone, The Fork, Women's Rights, Silas, Paris 2024. Moi, ma question, c'est, on s'adresse pas pareil, j'imagine, à un Français et à un Russe. Donc, comment toi, tu Mhm. ajustes ta voix en fonction des différentes cultures et des différents publics, tu vois? Mettons une pub, on va te dire que voilà, une pub, faut être promo, etc. Donc, il faut avoir un certain ton en français. Est-ce que c'est pareil en russe ou en ukrainien? Ou est-ce que c'est une autre technique et comment toi, tu t'adaptes à ça? Ouais, t'as raison de souligner ça. C'est une autre technique parce que c'est un autre public, tout simplement. Et même si je suis pas russe moi-même ou ukrainienne, même si c'est des cultures qui me touchent particulièrement, quand on comprend les personnes de cette culture, on est plus à même de pouvoir leur transmettre quelque chose, de leur parler. Sinon, il y a comme un mur, tu sais, de faux semblants. Donc c'est vrai que on va retrouver le côté très pub, très catchy qu'on avait il y a quelques années, mais toujours on va le retrouver dans les pubs russes. Mais il y a ce côté, surtout quand c'est des voix féminines, donc pour des produits féminins, la femme, c'est si on comprend la culture russe, elle a aussi un devoir, c'est de pouvoir toujours se mettre à son avantage en fait. Ça fait partie de la culture. Et donc si on comprend toutes ces petites choses-là, tu vois, ça façonne le message, la manière dont on va toujours le délivrer. Il va falloir mettre une certaine confiance en soi dans la voix, même si on rajoutera un brin peut-être de complicité, mais ça sera différent parce que la beauté russe, c'est pas la beauté naturelle. Et je te parle de beauté parce que j'ai fait des pubs toujours dans le domaine de la beauté, l'esthétisme, et quand c'est des publicités en russe notamment. La beauté française, c'est du naturel, on va vouloir une voix sincère, naturelle, simple, conversationnelle. Et la beauté russe, ça va être encore autre chose. Donc si on délivre avec l'idée de la culture française qu'on en a, ça passera pas. Donc effectivement, tu as raison, hein. Rien que le fait de connaître différentes cultures, ça nous aide à nous adapter au public cible. Et même finalement, la personne qu'on a en face, hein, quand on négocie des tarifs ou tout simplement qu'on postule, c'est vraiment c'est vraiment un plus, effectivement. Et c'est quoi tes défis à toi de travailler sur des projets comme ça, multilingues, pardon? Est-ce que tu as des objectifs? Comment ça enrichit, toi, ta pratique derrière? Comment tu te prépares aussi si le matin tu as un projet en français, que l'après-midi tu dois partir sur un autre projet, mais totalement différent parce que c'est, mettons, en russe, on va prendre l'exemple. Ouais, bah, typiquement, tu as raison, il y a des choses à mettre en place quand on est polyglotte ou multilingue d'ailleurs. On peut devoir switcher d'une langue à une autre. Donc en fait, je mets en place certaines choses. Si je sais que j'ai un projet en enregistrement dans une langue, je vais me préparer quelques jours avant en m'entourant de la langue au maximum. Donc il y aura de l'écoute passive et active euh, de la langue russe, par exemple, la télé allumée avec un podcast ou une vidéo YouTube. En fait, il faudra que je m'enveloppe de la langue. Comme ça, le moment où je vais devoir m'exprimer, ça ressortira beaucoup plus facilement. Donc ça, c'est une obligation avant tout projet en langue étrangère. Si j'ai un projet en anglais, c'est pareil, il faudra que
J'ai regardé peut-être une série ou écouté un podcast en anglais, mais vraiment l'idée que ça sorte pas de nulle part, rien que pour l'accent déjà, parce que l'accent il sort comme on l'a entendu autour de nous. Donc si on l'a pu le réentendre, si on demande un accent anglais ou un accent plutôt américain, même si ça reste toujours un petit peu avec l'accent français, bah, va falloir s'entourer de l'un ou de l'autre. Donc c'est très stratégique hein, au niveau de la préparation. Après, au niveau des langues, je fonctionne vraiment par passion. Le russe, c'est venu d'un coup. Je sais d'ailleurs à ce jour pas pourquoi ou comment j'ai décidé d'apprendre le russe. C'est génial, hein. C'est génial comme C'est ça, ton j'ai histoire aucun là. proche qui est russe. D'ailleurs, je pouvais parler avec personne, donc j'ai vraiment appris toute seule. Je me levais à 5 heures du matin, j'écoutais la radio, je comprenais rien. Il parle super vite en plus. Jusqu'à aujourd'hui, c'est encore difficile à comprendre. Et en fait, je me suis habituée à écouter la langue. Et comme on apprend comme on est bébé, hein, finalement, à force d'écouter, on finit par balbutier Du mimétisme, des hein, mais mots comme par-ci le métier par-là. de comédien-voix, hein, quelque C'est part. ça, Mm. exactement. Et d'ailleurs, ça aide pas mal. Et du coup, je fonctionne par passion. Donc, dès que j'ai une passion pour une langue, bah, ça y va. Là, pour l'instant, c'est le portugais du Brésil. Donc, bah voilà. Et j'apprends vraiment avec beaucoup de fun, vraiment avec ma manière d'être, en fait. Je m'adapte totalement à ma personnalité. Il n'y a pas de deadline. Je veux vraiment avoir le plaisir d'apprendre. Et c'est toujours pour moi une langue, c'est un challenge, mais un challenge qui me permet après de pouvoir me connecter avec des personnes avec qui jamais auparavant j'aurais pu être connectée de cette manière. C'est vrai que ça donne des opportunités dans le travail, ça c'est super cool. Mm. C'est un plus. Mais pour moi, le fond, c'est vraiment pouvoir se connecter avec les personnes, les comprendre beaucoup plus profondément, parce qu'une langue, c'est une culture. Et c'est surtout une façon de penser. Par exemple, bah, en français, on romantise beaucoup les choses. Une chaise, c'est féminin, un canapé, c'est masculin. En anglais, ça n'a aucun genre, ces choses-là. Donc il y a ce côté-là que j'adore dans la langue française. Des fois, on se rend même pas compte, hein, mais tout est romantique, tout a une vie, tout a une âme. En anglais, il y a une richesse de vocabulaire pour des mots qu'on ne retrouvera pas en français. En russe, peu importe où on met le mot dans la phrase, il aura le même sens. Donc du coup, voilà, chaque langue nous rajoute en fait une manière de voir la vie, de penser. Et ça, c'est vraiment fun et vraiment, c'est à la portée, je pense, de tout le monde. C'est peut-être pas si impressionnant que ça quand on commence à apprendre une première langue finalement et qu'on réutilise la même méthode d'apprentissage. On en a pour toute une vie d'apprentissage de langue, quoi. Mais on peut avoir des blocages au début et c'est vrai que c'est pas toujours facile. Mm. Tu dis qu'en français, c'est le romantisme qui est de mise. En anglais, c'est quoi plutôt? En Angleterre plutôt. Ça te Je fait pense que bouger. l'anglais, c'est une langue efficace en fait. On passe pas Ok. par quatre chemins. Il y a souvent beaucoup de mots qui vont exprimer des idées simples, mais tout ce qu'on a à dire, on peut le dire. Pour moi, c'est la langue de l'efficacité. Après, Mm. c'est mon avis, ça ne reste que mon avis. En espagnol, Mm. tu fais des projets aussi? J'en ai pas encore fait, j'ai postulé, mais pour l'instant, j'ai pas encore été retenue. Ok. Donc c'est plutôt un accent catalan, comme ma mère est d'Alicante. Et l'espagnol, ça, pour moi, ça ressemble un petit peu au français. Il y a le côté Ouais, très passionné, c'est ce que je il y a la pensais ouais, passion, aussi. Ouais. Mm. c'est ça. Ok, bah italien, du coup, c'est aussi un peu... c'est pareil que le français aussi, C'est j'imagine. C'est ce même peut-être côté encore. romantisme. Absolument, oui. Ouais. C'est Mm. latin, quoi, Après, donc voilà. je ne la parle pas encore parce que voilà, je vais vraiment par coup de cœur et pour l'instant, j'ai pas encore eu le coup de cœur italien. Ah, italien, ça Mais va vite, surtout toi qui es polyglotte en plus. bah oui, je me rends compte avec les langues latines après Ouais. avoir Pour un, pour un après le Français cyrillique, je me rends apprendre... compte que l'alphabet latin, ça va, c'est Ouais, pour un Français apprendre l'italien, c'est... On dit généralement que c'est facile. Après, voilà. je pense à force Et de bah, c'est beaucoup ceux qui voyager. vont dans le pays, tu vois, ceux qui habitent là-bas ou qui vont pour le travail pendant un an ou deux. Apparemment, ça vient assez vite, quoi. C'est ça, à force de boire des spritz et manger des pizzas margarita, je pense que c'est sûr que éventuellement tu finis par apprendre. Alors, j'adore l'Italie. Moi, j'y suis allé une semaine. J'adore ce Bah ouais, pays, quoi. c'est vrai que c'est un pays super accueillant, enfin, qui te donne Ouais. plein d'opportunités, où tu te sens, je pense, comme à la maison. Très, très famille. T'as du coup un bon souvenir de ton voyage en Ukraine aussi. Ouais. C'est le plus beau voyage que j'ai jamais fait. D'ailleurs, c'est un Hmm. voyage qui s'est fait sur plusieurs mois parce que il fallait un certain visa pour rester plus de 2 mois. Donc, je partais, et puis je revenais, puis je repartais à différentes saisons. Donc, j'ai pu voir l'Ukraine sous toutes ses coutures, entre guillemets. J'ai fait la plupart des grandes villes aussi. Pour moi, vraiment, c'est un pays magnifique par ses habitants, par son histoire, par sa culture. Vraiment,
J'ai toujours des étoiles dans les yeux quand je parle de l'Ukraine. Et je pense que c'est un pays, il fallait goûter pour comprendre. C'est comme si on t'apporte un plat sur la table et il a l'air un peu douteux, mais tu goûtes et c'est le meilleur plat que tu as jamais goûté de ta vie. Mm. Mais que seulement ceux qui ont goûté peuvent comprendre. Et du coup, bah, je comprends tout à fait bah, les Ukrainiens qui ont le mal du pays, quoi, parce que c'était pour moi vraiment l'une des plus belles expériences. Tu nous fais voyager un petit peu là, c'est cool. On Avec va parler plaisir. de la pratique pro et studio. Est-ce que toi, t'as ton home studio, j'ai vu à Maison Alfort. Tu te déplaces Ouais, aussi, j'imagine, en studio? ouais, absolument. Ouais, ok. Donc j'ai mon home studio qui a, comme pour tout le monde, je pense, commencé dans un KGB ou un placard. Maintenant, j'ai Oui. la chance d'avoir vraiment un studio, une pièce dédiée avec voilà, tous les éléments qu'il faut pour enregistrer du T'es son de apte? qualité. Et je Ouais. me déplace, vu que je suis à Maison Alfort, Hmm. en région parisienne. Donc il n'y a pas de souci pour me déplacer sur Paris. Mm. Ok, comment tu te prépares, toi, pour une session d'enregistrement? Donc déjà, si c'est en français, il n'y a pas Ouais, forcément de préparation préalable à une autre langue. Donc souvent, là, les enregistrements, c'est le matin que j'ai fait. Donc pas directement après le réveil, hein. Il y a non, le réveil, on ne le veut réveil pas. tranquille. Ça sera compliqué avec la voix du matin. Non, je me réveille tranquillement, beaucoup d'hydratation tout le long de la matinée. J'essaye juste avant l'enregistrement, et ça, c'est des choses que j'ai appris en formation d'ailleurs chez Hmm. à l'IMDA. Évidemment, j'entraîne ma voix avec des virelangues, voilà, des exercices vocaux, mais aussi le corps. Parce que vu que c'est une émotion, ça passe par tout le corps. Faut pouvoir voilà, avoir fait des petits étirements, des petits sauts, des petits cris, tout ça. Pas Hmm. trop fort pour les voisins. Mais je fais quand même ce qu'il faut pour pouvoir me sentir dans l'élément. Et puis après, si j'ai l'occasion d'avoir mon script hein, au préalable, j'en prends connaissance. Je pense au public cible à qui je parle en fait. Et j'essaie de voir à travers le micro. Ça a pris du temps, hein, c'est pas facile au début. Mais j'essaie de voir à travers le micro à qui je parle, à qui je m'adresse, et de leur transmettre des émotions réelles. Voilà, après, si c'est en session dirigée, c'est une autre organisation technique. Et si ça l'est pas, ben voilà, j'enregistre, je me réécoute, je m'hydrate beaucoup, et puis j'essaie de faire ça dans la bonne humeur. T'as commencé en 2018, c'est ça? Oui, Avec le mais premier, finalement, ouais. j'étais pas officiellement comédienne voix. Hmm. C'était mon premier projet. Officiellement, on va dire que ça fait 1 an et demi. Ouais, ce Ouais. premier projet t'as emmené, en fait, derrière, pas forcément sur d'autres projets, mais plutôt à faire de la formation, du théâtre, Alors, j'ai quand etc. même fait Donc, d'autres projets entre-temps, mais tu vois, ouais. peut-être 4 par an, quoi. Hmm. Mais je pouvais pas dire que j'en vivais ou quoi, euh, ou que je faisais que ça d'ailleurs. Vu que j'ai mon auto-entreprise, je suis pas intermittente, donc je faisais autre chose avec mon auto-entreprise. Maintenant, je suis vraiment, depuis plus d'1 an et demi, je fais que ça. Quel conseil que tu peux donner à quelqu'un qui se lance, toi, justement, qui a envie depuis 1 an et demi, là? Je pense que aujourd'hui plus que jamais, c'est un métier qui demande une énorme détermination. Et vraiment, comme moteur, la passion, c'est pas suffisant malheureusement aujourd'hui, parce qu'on est en concurrence. Ça a toujours été un métier très concurrentiel. C'est pas le doublage, mais quand même, il y en a plein des superbes voix. Mais aujourd'hui, on est en concurrence aussi avec l'IA. On est en concurrence avec un marché. Enfin, voilà, on est sur un marché qui change constamment. Donc, je pense qu'il y a une notion de toujours essayer, toujours essayer, toujours essayer. Il y a le côté voix et il y a le côté marketing aussi, qu'il faut pas laisser de côté. Tous les jours, je contacte des personnes sur LinkedIn, des entreprises par mail. C'est des choses à faire tous les jours. C'est redondant, on a rarement des réponses. Mais au début, la première année, il faut faire que ça. Il faut pas s'attendre à ce qu'on nous appelle par magie. Se Même faire si connaître, ouais, bien sûr. Hmm. oui, c'est plus les plus brusques comme ça, c'est vraiment des coups de bol, ça arrive très 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 rarement. Mais si on veut vraiment s'investir dans ce métier, il y a une volonté qu'on doit garder assez présente, voilà, de jamais lâcher, de bien s'entourer. Toutes les personnes autour de moi, elles me soutiennent dans ce que je fais. Et ça joue beaucoup. Euh, voilà, c'est les conseils que je donnerais. Et puis voilà, croire en soi. Je pense que chaque voix mérite d'être entendue. Il y a... Moi, on m'avait jamais dit avant, t'as une superbe jolie voix, quoi. Il y en a qui ont dit ça toute une vie. Mais je pense que toutes les voix méritent d'être entendues et toutes les voix peuvent coller à un projet à un moment donné ou à un autre. Ça, c'est sûr et certain. Même la voix de ta grand-mère, tu vois. Peut-être même surtout la voix de ta grand-mère.
Mais du coup, voilà, c'est la voix, c'est pas le souci en soi, c'est comment on va la vendre et comment on va réussir à tenir dans le temps. La relation avec les clients, comment toi tu établis une relation de confiance avec eux? Et est-ce que tu arrives justement, une fois que tu as bossé pour un client, à les avoir de façon régulière? Bah, je trouve que ça passe beaucoup par l'humain, hein, comme je te disais aussi tout à l'heure. Il y a un premier contact qui est souvent décisif déjà du côté du client et de mon côté aussi. Et puis après, c'est à la suite d'un projet jusqu'au paiement du projet que tu peux ressentir si ce serait une relation de confiance ou non. Puis après, c'est des choses, je pense, pour tout le monde qui sont négociables et d'autres non. Moi, j'ai besoin de sentir c'est c'est vrai. Moi, c'est ça qui est important pour avoir une relation de confiance avec un client. Et pour retravailler, bah, il suffit des fois simplement de prendre des nouvelles. On a des plateformes de réseau pro pour ça. Quand un client il a aimé ma voix, ma personnalité, bah, il revient rapidement vers moi pour me proposer d'autres projets. Comment toi tu vois l'évolution de ta carrière? Comment tu Ok. souhaites toi élargir ta visibilité? Est-ce que tu as des domaines en particulier sur lesquels tu préfères bosser? Est-ce que tu préfères la pub, l'e-learning, le documentaire? Est-ce qu'il y a un domaine dans lequel tu veux te spécialiser et performer davantage? Il y en a un. C'est la publicité. C'est vraiment un domaine qui me plaît beaucoup. On m'a toujours dit qu'on est soit marathonien, soit sprinter, et je pense que je suis une petite sprinteuse. J'aime aller droit au but, pouvoir transmettre un message avec peu de mots, mais beaucoup d'émotions, c'est un challenge que j'apprécie énormément. Pour ce qui est de la formation, je pense que c'est un but. Pour moi, je considère que je suis encore au début de cette carrière. Donc, je pense que oui, une formation par an, c'est top, c'est mon objectif. Surtout pour travailler des domaines où bah, c'est pas forcément ce que je préfère, ou c'est pas non plus là où j'excelle le plus, comme bah, les documentaires par exemple, ou travailler bah, des domaines plus spécifiques comme l'audiodescription. Ça, c'est ce que je souhaiterais faire plus tard. Et c'est un peu comme ça que je vois l'avenir. Voilà. Je me spécialise en publicité, je me fais une place dans cette petite niche et puis je m'amuse, quoi. Ok, c'est quoi toi ton point de vue sur, sur le sujet sensible, sur l'IA, sur les tarifs et les Mhm. plateformes, tout ça? C'est quoi ton regard à toi? Hum, un peu détaché dans le sens où bah, l'IA, il fait plein de trucs cool, hein. J'aime bien utiliser ChatGPT pour plein de trucs. Mais l'IA, pour ce qui est de voler nos voix, c'est moins cool. Et effectivement, dans ce milieu-là, je considère quand même que l'IA peut trouver sa place dans des domaines où finalement la voix humaine n'est pas essentielle. On est à une époque où on a besoin de vendre en passant vraiment par l'émotion, ce qu'il y a de plus brut, ce qu'il y a de plus sincère. Donc là, l'IA, je pense qu'elle s'arrêtera peut-être à cette frontière-là. J'ose espérer en tout cas. Et pour les tarifs, bah, je pense que chacun est à même de dire combien vaut sa voix. Mais en tant que comédien, on travaille tous ensemble. Donc c'est important de pouvoir s'aligner avec bah, les uns avec les autres, en fait. Parce que des fois, bah, on prend un projet, soit pour de l'IA générative, je crois que c'est comme ça qu'ils appellent ça, Ouais. ou, euh, ou un projet pas trop, enfin, mal payé. Mais du coup, ça encouragera toujours les personnes qui proposent ce genre de projet à continuer de le faire s'il y a toujours des voix off ou des comédiens de voix off qui acceptent ce genre de Mm. contrat, ce genre de projet. C'est dommage. Je pense qu'il faut rester unis dans ce sens-là pour pouvoir faire vivre le métier le plus longtemps possible. Ok, bah super. Merci beaucoup pour tout ton retour et cette interview polyglotte, alors de ton côté, hein, parce que moi, c'est loin d'être le cas. Mais Peut-être de rien. c'était sympa, c'était bien. Merci Alexis, bah, c'était un plaisir. C'était des sujets super intéressants et importants et j'étais très contente de pouvoir y répondre. Merci beaucoup. Eh bah super, bah je te remercie. Puis bah écoute, je te souhaite une bonne soirée, puis à bientôt alors. Merci, bonne continuation. Merci. Merci à tous d'avoir suivi cette émission, et puis on se retrouve pour un prochain épisode. Allez, ciao! À bientôt avec Alexis pour de nouveaux podcasts. À suivre prochainement un nouvel épisode de Voilà la voix présenté par Alexis.